titre de mon intervention, c'est être ou ne pas être. Évidemment, ça doit plus ou moins évoquer Shakespeare, avec cette question qui est derrière, qui est... c'est une question en fait, qui est entre parenthèses, c'est une valeur. Voilà. Alors je ne vais pas vous parler de Shakespeare, c'est très intéressant Shakespeare, mais ce n'est pas le sujet. C'est juste un jeu sur la citation pour savoir en fait ce qui peut être dit une valeur, ce qui peut être appelé une valeur. Et quels sont les déterminants de la valeur. Alors par rapport à l'exposé magnifique de ce matin, je m'inscris un peu dans le même espace, dans la continuité, mais avec un point de vue qui est légèrement décalé, vous allez vous en rendre compte. Alors, en gros, je prends Wolff aussi comme un soutien, mais pas toujours en bonne part. Et d'ailleurs, en termes de référence, ce petit bouquin qui s'appelle « 3 utopies contemporaines » est pas mal aussi, du même auteur. Et où il s'agit notamment de ce qu'il pourrait appeler l'idéologie environnementale, etc. Bon, vous verrez si vous voulez. Alors, mon point de départ, c'est justement interroger ce qui a été dit ce matin, qui consiste à dire que c'est nous, humains, doués de conscience et de volonté, qui sommes à l'origine de ce qui peut être appelé une valeur. C'est l'homme qui, avec sa conscience, son intelligence, son esprit, si vous voulez, donne ou pas de la valeur à des choses qui en seraient dépourvues en elles-mêmes. Donc c'est ce point que je voudrais interroger précisément. L'homme a-t-il l'apanage de la valorisation? Est-ce que nous sommes, avec notre intelligence, notre culture, notre spiritualité, les seuls dépositaires de la valeur? Alors c'est un sujet complexe parce qu'on peut voir la valeur soit comme du point de vue de son porteur, c'est-à-dire l'être qui a de la valeur, soit du point de vue d'une attribution, c'est-à-dire l'être qui attribue de la valeur. Mais dans les deux cas, soit que nous soyons le siège d'une dignité tout à fait singulière parmi les choses, soit que nous attribuions et que nous soyons les seuls à attribuer de la valeur à des choses qui en seraient dépourvues, l'homme est bien au centre de ce qui s'appelle une valeur. Et c'est ce point que je veux interroger. Je dis bien interroger, non pas reprendre, répéter, ni même forcément approfondir, ça a déjà été fait, mais bien mettre en question. Alors pour ça, je vais utiliser un terme qui est assez savant et barbare, mais ce n'est pas grave, parce que, comme c'est le cas pour les concepts, il rassemble pas mal de significations. Et ce terme, que je vais peut-être reprendre, ce n'est pas un terme si courant, y compris en philosophie d'ailleurs, même si ça intervient dans la philosophie récente. Ce terme, c'est le logocentrisme. Alors je crois que logos a été prononcé ce matin. Anthropocentrisme a été prononcé aussi ce matin. Moi, je voudrais traiter du logocentrisme. Alors, je vais m'expliquer un peu sur ce dont il peut s'agir avec le logocentrisme. Donc, logos, c'est un terme qui est d'origine grecque, qui naît avec la philosophie grecque, qui a plein de sens différents. La tradition, c'est de l'associer à la dimension du langage humain en tant qu'il est articulé, qu'il peut être rationnel. On va dire que, par exemple, il est bien connu que Aristote définit l'homme comme un animal, mais dont la différence spécifique, donc d'espèce, serait cette propriété du logos, d'une parole, qui n'est pas simplement, qui ne se borne pas à signaler quelque chose, comme le font très bien les animaux, mais bien à exprimer, avec l'intention de le faire partager à ses congénères, exprimer une notion de ce qui peut être juste, de ce qui peut être bien, ou alors injuste et puis mal. Donc Aristote, si vous voulez, par exemple, définit l'homme par le logos, dans sa différence spécifique, et d'ailleurs c'est certainement pour lui le vecteur de l'existence politique de l'homme, puisque la cité, évidemment, c'est pas uniquement des murs et un territoire, c'est aussi un espace de parole partagé. Les Grecs, c'est aussi une civilisation de la parole politique. Voilà. Donc ce logocentrisme qui semble être apparemment, en tout cas, au point de départ de la pensée occidentale, qui a été évoquée ce matin comme étant évidemment pas la seule pensée possible, je voudrais lui-même l'interroger, parce que ça me paraît être à la source
de cette croyance selon laquelle seul l'homme, avec son intelligence, sa raison, est capable de savoir ce que c'est qu'une valeur. Voilà. Donc même pour nous, nous humains, sommes-nous uniquement centrés sur le logos rationnel? C'est pas certain. Et il y a eu Nietzsche, il y a eu Freud, etc., qui ont essayé de mettre à nu la part instinctuelle de l'homme. Donc il peut y avoir évidemment le poids du corps, de l'instinct chez l'homme, et puis des stratégies intelligentes chez les animaux. Les choses se croisent, elles ne sont pas figées. La complexité, la nuance existent de tous les côtés. Et je crois que les études que font les scientifiques à cet égard tendent à infliger à l'arrogance humaine une forme de blessure à caractère narcissique, précisément. Alors mon point de départ, c'est donc d'interroger cette idée selon laquelle seul l'homme serait chargé de la valeur, si vous voulez, et le faire à partir d'une certaine critique du logocentrisme. Voilà. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Alors, donc c'est ce que je veux faire, c'est ce que je cherche à établir. Hein. Donc pour l'instant, si ce n'est pas clair du tout, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais commencer par deux images et une petite histoire. Les images, normalement, sont derrière moi. Voilà, c'est la même chose vue depuis deux aspects différents. C'est une histoire de petits poissons. Ouais. Donc ça me va bien, moi j'aime beaucoup l'eau, etc. Ça me va très bien. Il y a d'ailleurs des chemins aquatiques où on peut observer des poissons en Méditerranée, pas très loin de Perpignan, etc. J'aime bien ça, observer des petits poissons, quoi. Voilà. Et là, vous avez donc deux cas apparemment très très différents, puisque le premier cas, c'est simplement une photo d'une espèce rare qu'on trouve aux États-Unis. Alors, ce poisson en question, c'est, je ne sais plus exactement le nom du poisson, le Cyprinodon diabolis. Voilà. 475 individus, très rares, et très menacés par le captage d'eau pour l'irrigation dans le cadre de l'agrobusiness. Donc très menacé, etc. Très rare. Et très beau aussi, me semble-t-il. Je ne sais pas si la photo le rend. Hein, ça aussi, on pourrait s'interroger sur le sublime et puis sur le beau dans la nature. Et en dessous, vous avez un tableau que vous pourrez trouver au musée de Grenoble, le musée d'art de Grenoble, de quelqu'un qui a été un peu négligé, je trouve un très bon peintre, qui a une histoire assez marrante. D'ailleurs, vous pourrez regarder sur Wikipédia, par exemple, sa biographie. Il a vécu en partie... après la grande crise des années 30, il a vécu dans les Alpes, il a tenu un dancing et fautrier. Je ne sais plus dans quelle station des Alpes, station alpine. Et il était d'ailleurs aussi moniteur de ski, ce monsieur. Fautrier. Alors, ma question est la suivante. Donc, deux images de poissons. L'une est une image prise dans un contexte naturel. D'accord ? L'autre est le fruit d'une production artistique. Donc il s'inscrit, si vous voulez, non pas dans l'univers de la nature, mais dans l'univers, si l'on veut, de la culture. Si l'on raisonne en termes hiérarchiques, d'accord ? Faut-il considérer, comme le ferait certainement Hegel, par exemple, que le tableau de Fautrier, parce qu'il est chose de l'esprit, était infiniment supérieur à cet être naturel que nous voyons, qu'est ce petit poisson. Donc, d'un point de vue logocentrique, il est bien évident que le pire des esprits, même maléfique, même tordu, même mauvais, etc., sera toujours, parce qu'il est esprit, supérieur à la plus belle des choses naturelles. Donc évidemment, là, on n'a pas affaire à la pire des productions artistiques, je trouve ça très beau. Il y a un jeu ici sur une valorisation précisément du poisson chez Fautrier par la lumière. Il valorise le poisson. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec Hegel à cet égard, puisque son geste consiste à rejoindre la beauté de cet élément marin là qui est un poisson. Donc ça, c'était pour les deux images. Faut-il considérer a priori qu'une production de culture est infiniment supérieure à un être naturel, juste parce que la première est fruit de l'esprit et non pas la seconde. C'est clair à peu près ? Alors, la deuxième
entrer en matière, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler une expérience de pensée, qu'on retrouve dans différents registres. C'est pas tout à fait une Robinsonade, hein, mais les Robinsonades commencent souvent par un leg technique. Bon, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'il y a trousse à outils, etc., ou la Bible, technique ou spirituelle. C'est pas mon sujet. C'est plutôt, par exemple, il y a un roman qui date de 63, je crois. Oui, 63, qui s'appelle Le Mur Invisible. C'est pas très connu comme texte, c'est un très beau texte, écrit par une autrice allemande, et qui... pourquoi Mur Invisible? Parce qu'en fait, c'est une dame qui se retrouve en montagne, dans un paysage qui pourrait être proche des nôtres, si vous voulez, et elle est seule, ses amis sont partis dans la vallée pour la soirée, et puis ils ne rentrent pas le soir, donc elle est intriguée, qu'ils ne sont pas rentrés, elle se dit, peut-être qu'ils ont une histoire d'amour, puis en ville c'était pratique, etc. Et en fait, c'est pas ça du tout. Alors elle descend vers la vallée avec son chien, et tout à coup son chien revient avec le museau un peu saignant. Bon. Et le mur invisible est la raison de ce saignement. Il s'est cogné contre le mur invisible. Elle aussi après, etc. Et donc ce mur, évidemment, isole cette femme, hein, mais la situe immédiatement dans un contexte naturel. Alors, que va-t-elle faire? De quoi va-t-elle survivre? Alors, il y a un chien aussi, il y a une faune importante. Elle a, là, il y a un discours intéressant, elle a à sa disposition un fusil dont elle va se servir pour se nourrir, malgré elle. Et l'expérience de pensée, si vous voulez, c'est aussi une expérience de pensée. L'expérience de pensée que développe un philosophe qui est assez proche de cela, en 73, c'est Rodney, c'est un Australien. Il dit, voilà, imaginons Mr. Lastman, le dernier homme, monsieur le dernier. Ce monsieur se retrouve au milieu de la nature, il est tout seul. Ça pourrait être aussi lié à une catastrophe quelconque, nucléaire ou autre. C'était un peu dans l'air du temps, dans les années 60 et 70, malheureusement, par rapport à Hiroshima. Et donc, imaginons que ce type-là se mette à détruire les vivants qui l'environnent. Alors, ce n'est pas une question de survie qui se pose là, hein, c'est une question de morale. Donc, si l'on a ce qu'on a appelé ce matin une morale typiquement anthropocentrée, ce qu'il fait n'est pas un enjeu moral, c'est-à-dire que s'il a envie de tout casser ou de tuer tout le monde, comme il ne s'adresse pas à la dignité humaine en particulier, puisqu'il ne tue personne, il n'y a plus personne, eh bien son geste est au moins neutre moralement. Il détruit de la vie, mais il ne porte pas atteinte à une humanité particulière. Si l'homme, avec sa dignité morale, est le seul sujet de valeur, il ne s'attaque pas à quelque chose qui a de la valeur, puisqu'il ne fait que tuer des vivants qui ne sont pas humains. Je ne sais pas si vous voyez le dispositif là. Alors évidemment, Rodney imagine ce scénario pour aller contre l'anthropocentrisme. Vous avez bien compris aussi. Donc ça, c'était les deux premières histoires. Alors ensuite, je voudrais essayer de faire un petit travail d'analyse, si on veut, conceptuelle, sur les notions valeur et puis vivant. D'accord? Donc j'avais deux entrées en matière, là, la petite image et puis mon petite histoire. Et je voudrais rentrer un peu dans le dur d'une analyse conceptuelle par rapport à ce qui pourrait s'appeler une valeur. Y compris pour savoir si il est vrai que la valeur est uniquement le fait des hommes, au sens d'attribuer une valeur ou d'être en soi-même et en soi une valeur. Alors, cette notion, en réalité, alors, évidemment, ça a été vu ce matin, et Wolff est très marqué, enfin, comme tout le monde en philosophie, par Kant, me semble-t-il. Il y a un avant et un après Kant. Donc Kant, en gros, enfin, c'est très subtil. Je vous ai mis un texte de Kant pour montrer qu'il est plus subtil que ce que l'on en fait en général. Mais Kant, en gros, c'est l'idée que il y a une espèce de croix philosophique, en ce sens qu'il y a une horizontalité, il y a une verticalité, et la verticalité qui peut faire rupture dans cette causalité, c'est le libre arbitre. L'homme dispose d'un libre arbitre. Hein. Il dispose d'un libre arbitre, alors que les choses de nature s'inscrivent dans des processus causaux, elles sont déterministes, si vous voulez. Et donc là, il y a une espèce de grande croix qui voudrait dire, au fond, que d'un côté, il y a la liberté humaine, avec l'homme, avec sa volonté, sa raison, puis de l'autre, il y a des processus mécaniques qui sont dépourvus de valeur, parce que c'est seulement le libre arbitre humain qui introduit de la valeur dans les choses.
Bon, et je crois qu'on est vraiment tributaire de cela. Donc du coup, il y a la valeur qui est le privilège de l'homme, et puis les choses inertes ou même vivantes sont en soi dépourvues de valeur, parce qu'elles n'ont pas la libre arbitre, et puis l'esprit ou la raison en apanage. Et je crois que c'est pas suffisant. Soit que l'on prenne la philosophie précédente, soit la philosophie plus récente. Cette façon d'accorder de dignité ou de valeur qu'à l'être humain, je crois, mérite encore une fois d'être interrogée. Alors, l'analyse de la valeur. Je crois que on pourrait définir plus simplement la valeur comme le fait d'avoir des préférences, ce qui suppose aussi que l'on exclut des choses. Alors, si on dit que la valeur, c'est la rupture d'une indifférence au nom d'une forme de préférence, qui est aussi, pour d'autres choses, une exclusion, alors peut-être que la valeur doit se prendre au sens plus large que simplement la dignité humaine. Il y a un médecin philosophe qui n'est pas très connu, qui s'appelle Georges Canguilhem. Georges Canguilhem était né en 1905, il est mort en 1994, je crois. Et donc, c'était quelqu'un qui a commencé par faire de la philosophie et qui, alors qu'il avait déjà à peu près 29-30 ans, a entrepris à Strasbourg des études de médecine pour se confronter à la matière humaine autrement qu'à travers l'abstraction. Vous voyez, il disait, la médecine, c'est quoi? C'est un art au carrefour de plusieurs sciences. Donc certes, il y a l'apport des sciences, mais il y a toute cette part de l'art médical. Et Canguilhem s'appuie sur quelqu'un dont on va parler, je crois, demain avec Pierre. Ça m'étonnerait qu'il échappe à ce monsieur. S'appuie beaucoup, je crois, sur, sans toujours le dire, sur Nietzsche. Et dans la philosophie de Nietzsche, si vous voulez, c'est la vie qui interprète. C'est pas uniquement l'homme. Ces gens-là ont compris que les vivants, être vivant, c'est préférer et exclure. C'est-à-dire qu'il y a toujours des traits de la réalité qui importent pour un vivant et d'autres qui sont mis, si vous voulez, au second plan, voire qui sont carrément effacés. Voilà. Si je prends un exemple personnel, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins sa dimension du concret. Je me promène assez souvent en forêt avec mon chien. Voilà. Et je vois bien qu'il y a des moments qui, pour lui comme pour moi, sont des ruptures d'indifférence. C'est-à-dire que tout n'est pas égal dans le vécu des vivants. Il y a des moments de rupture d'indifférence. Alors pour moi, ça peut être le côté, surtout en ce moment, durant une période ozonale, le côté esthétique du paysage. Donc je peux être arrêté par la beauté d'une vallée ozonale, par exemple, ou d'une montagne. Ça m'arrête, je préfère. Je contemple, si vous voulez, c'est un mot peut-être un peu trop savant, mais ici, je suis dans une telle satisfaction parce que ça correspond à une préférence esthétique qui est la mienne. Alors peut-être que le chien n'a pas accès à l'esthétique, c'est possible, hein, mais il a aussi, lui, des moments d'arrêt. Alors ça peut être une piste qu'il ressent. Peut-être que ses préférences sont plus de l'ordre de l'odorat que du visuel. Mais il n'est pas étranger à cette valorisation qui est aussi la mienne, même si ce que nous valorisons, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc vivre, c'est préférer ou exclure, certes pas de la même manière quand on est un chien ou quand on est un être humain, sans parler des autres formes de vie, mais il y a toujours chez le vivant une sorte de sélection, d'accord, à l'égard de ce que pourrait s'appeler un milieu. Le vivant n'est pas passif dans son milieu. Par exemple, Canguilhem dit la chose suivante, il dit malgré toute l'arrogance que les hommes s'accordent eux-mêmes facilement, en se faisant bien plaisir, bon, tout simplement, essayons de faire un nid d'oiseaux. Essayons de faire un nid. Alors certes, on va dire, oui, mais nous, quand nous produisons quelque chose, il y a toute une série d'étapes au préalable, rassembler les matériaux, acquérir la méthode, etc., etc., puis réaliser patiemment l'ouvrage, de sorte que la fin a été préalablement pensée de manière méthodique, ça, ok. Mais simplement faire. Sur le plan du faire, il y a toute une série de prouesses animales dont l'homme peut être tout à fait incapable.
Et évidemment, le nid aussi, on peut bien se dire que ça consiste à prendre soin de la progéniture. Donc ça, c'est valeur, si vous voulez. Peut-être que je réduis trop la notion, hein, peu importe, mais j'y vois une préférence. C'est une rupture d'indifférence. Vivre, c'est préférer et exclure. Alors pour la vie. Alors là, je crois que c'est là que Wolff a complètement raison, c'est la vie majuscule, quoi. Là, c'est vrai qu'il peut y avoir un fétichisme, quelque chose un peu mystique, dans une manière de saluer et d'honorer toujours une vie majuscule, on ne voit pas très bien ce qu'elle est. Donc, Canguilhem dit par exemple, bon, la vie, effectivement, majuscule, c'est quelque chose qui est assez nébuleux, difficile à cerner exactement. Parlons plutôt de ce phénomène que nous pouvons observer, surtout quand on est un médecin, c'est-à-dire des vivants. Donc, il passe de la vie, avec son caractère quasi mystique. On peut voir aujourd'hui une certaine tendance écologiste, c'est possible, hein, à une meilleure compréhension au plus près des vivants. Et là, on retrouve l'attitude du médecin, qui ne soigne pas une maladie, mais un malade, avec ses propres préférences, précisément, et ses propres exclusions. Donc, un vivant. Alors, c'est vrai que ce mot vivant, il est très, très à la mode aujourd'hui. Il y a une série en ce moment, ça s'appelle Des vivants, par rapport aux gens qui ont été capturés par les terroristes, là, voilà. Donc, vie, vivant, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de fétichisation du... Mais bon, en même temps, reconnaissons dans le vivant une forme de supériorité par rapport à l'inerte. Cette manière qu'ont les vivants de métaboliser, c'est-à-dire de prendre quelque chose de la matière pour en faire quelque chose qui leur est propre, je ne sais pas, ne serait-ce que la respiration, le fait de se nourrir, etc. Cette force créatrice des vivants est pour moi un sujet d'admiration. Carrément. Kant, par exemple, dont on dit qu'il est si anthropocentré que cela, il parle à propos du chien. Alors, il est vrai, il s'agit par exemple du chien de berger. Il parle de mérite. Il dit, le texte que je vous ai donné, il dit par exemple, imaginons un chien de berger, bon, il est plus intéressant parce qu'il ne peut plus travailler, il est trop vieux, il est fatigué, il peut être handicapé, etc. Il dit ça à propos du chien. Il dit, ah oui, non, mais il est méritant le chien. Il ne faut absolument pas le laisser tomber parce qu'il n'est plus efficient sur le plan du travail. Il faut lui porter secours, continuer à le nourrir. Et c'est lui qui le tue, ne manifeste pas son humanité en le tuant. Bien le contraire. Et il dit même que l'homme peut mesurer son humanité au traitement qu'il a à l'égard des animaux. Hein, ça va très loin. Ça va très loin. Donc, je vous ai mis une citation qui résume à la fois ce que je disais sur la valeur et sur la vie, qui rassemble les deux. C'est une citation de Canguilhem. Je ne sais pas si vous la trouvez, mais je vais vous la lire. Alors, le début n'est pas très clair, mais après, j'ai beaucoup insisté sur ces mots-là. Ça vient de Canguilhem lui-même. Vivre, c'est les objets et les circonstances de son expérience. Donc, vivre a une dimension expérientielle. C'est pas si abstrait que ça, vivre. Et pour nous aussi. On ne vit pas que de savoir, dit Canguilhem. Il dit, oui, c'est vulgaire, c'est vulgaire de dire ça, qu'on ne vit pas que de savoir. Mais est-ce que c'est faux? Alors, vivre, c'est les objets et les circonstances de son expérience. C'est préférer et exclure, j'insiste là-dessus, hein, préférer et exclure des moyens, des situations, des mouvements, dit-il. Et c'est là que ça m'intéresse, parce que ça me semble que ça relie le vivant avec la question de la valeur. La vie, c'est le contraire d'une relation d'indifférence avec le milieu. Donc il n'y a pas d'automaticité, si vous voulez, du milieu à l'individu qui est vivant. Il s'explique, le vivant s'explique avec son milieu, c'est le terme qu'il utilise, il s'explique avec son milieu. Il est actif dans son milieu. Il sélectionne, il néglige, etc. Il est en quelque sorte partie prenante de son milieu. Alors c'est vrai que c'est particulièrement le cas pour l'homme. La dimension aujourd'hui d'une planète dont on en parlera certainement demain, on se demande si l'homme n'est pas un acteur géologique, hein, puisqu'on trouve des os de poulets partout dans le monde au niveau des sols. Puisqu'il y a en Sicile, ça je l'ai vu en Sicile, j'ai été frappé par les côtes siciliennes qui sont envahies de déchets plastiques notamment. Mais vraiment, vraiment. Et on retrouve, alors il y a un terme technique pour dire ça,
Je crois que c'est plastimera, c'est-à-dire qu'en géologie, il me semble qu'on parle d'agglomérat pour certaines roches. Et là, on trouve du plastique comme élément interne de la roche elle-même, c'est-à-dire que le plastique fait partie de la roche elle-même. Dans les infractuosités de la roche, on trouve des éléments plastiques. Donc ça, c'est une assez belle démonstration, me semble-t-il, peut-être pas démonstration, mais en tout cas monstration de ce qui pourrait s'appeler l'anthropocène. C'est-à-dire comment l'homme est un acteur géologique majeur aujourd'hui. Alors, maintenant, le problème. Être ou ne pas être une valeur. Ce qui m'intéresse, c'est où? C'est-à-dire, qu'est-ce donc qui peut s'appeler une valeur? Et encore une fois, je pense que vous avez compris, j'essaie d'asséner un peu mon sujet, mais c'est assez important à mes yeux. Être une valeur, est-ce que ça peut être uniquement que le fait de l'être humain? Alors dans Shakespeare, c'est une situation particulière, mais derrière il y a la question du suicide, mais laissons tomber, mais pour ce qui est de la philosophie, il y a une référence majeure qui s'appelle Leibniz au XVIIe siècle. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et ce qui m'intéresse, c'est le plutôt que, le côté d'une pensée des degrés, plutôt que d'une alternative simple, qui peut s'employer par rapport aux valeurs. C'est-à-dire qu'on peut voir les valeurs de manière, je dirais, progressive, sans dire que tout ce qui n'a pas la plus haute dignité n'a aucune valeur. Et de la même manière, un peu que Leibniz, sur le côté relatif, Aristote se demandait, il disait, il vaut mieux que quelque chose soit plutôt qu'il ne soit pas. Être vaut mieux donc que non-être. Donc, alors, il y a un point que je voudrais dire, c'est qui pose problème par rapport à la valeur, c'est que si on cherche simplement à expliquer, c'est-à-dire si on fait uniquement, si on met en œuvre notre intelligence, notre intellect, si vous voulez, on peut avoir une explication des phénomènes. Mais avec la valeur, il ne s'agit pas simplement de considérer un spectacle de manière neutre, qui serait le spectacle de la nature. Il s'agit plutôt de se demander qu'est-ce qui justifie la réalité que nous expliquons. La valeur, ce n'est pas juste dire ce que c'est plutôt se demander ce que cela vaut que ce soit. Je vais penser par exemple à un ami. Bon, un ami, on va lui dire, par exemple, ou lui signifier, pas forcément lui dire, mais lui signifier par des sourires, des regards, etc. Je suis heureux que tu sois là. Je ne fais pas que me l'expliquer dans sa présence, mais je la justifie, je l'entérine, je l'affirme comme un bien, cette présence. Donc la valeur, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir simplement un rapport distancié, intelligent avec la réalité, on lui accorde une justification. On affirme qu'il est mieux que cette chose soit, par exemple ce petit poisson, plutôt qu'il ne soit pas. Donc là, c'est vrai qu'il y a une attribution, si c'est moi qui le dis. Moi, je dis, il vaut mieux que ce petit poisson soit, plutôt qu'il ne soit pas. Donc je vais dire, bon, l'agrobusiness qui veut irriguer, etc., et donc puiser dans l'étang dans lequel il vit, non. Mais pour lui aussi, il y a des choses qui importent. J'ai du mal à l'imaginer, mais je peux me dire que pour lui aussi, être vivant, c'est préférer et exclure. Alors, si ça va sur le temps, je ne suis pas trop long? Non, non. Ça va. Alors, l'avantage, c'est vrai, de Wolff, c'est d'avoir mis en évidence une utopie, ou je dirais plutôt une idéologie à l'égard du vivant, une espèce de fétichisme du vivant. Et peut-être suis-je victime de ce fétichisme en disant ce que je dis. C'est possible. Donc il y a comme, c'est possible, une espèce d'idéologie du vivant dans laquelle les hommes contemporains vivent carrément, et qui peut-être leur empêche de voir ou de rendre justice à la singularité humaine. C'est possible. Bon, pourquoi y aurait-il cette idéologie du vivant? Pourquoi on pourrait appeler... Il dénonce beaucoup cela, il dit, bon, au fond, il y a un procès d'animalisation de l'homme. Il dit, quand on dit, par exemple, les hommes sont des animaux comme les autres, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, c'est vrai que, en même temps, que l'homme soit un animal prédateur, ça paraît assez incontestable. Que nous sommes une introduction de la violence dans l'histoire, ça paraît aussi assez évident. Bon, mais pour autant, je suis d'accord avec lui pour dire que on ne peut pas forcément réduire l'homme à l'animalité,
et considérer que l'homme n'est que prédation et violence. Ça, c'est tout à fait exact, il le sait très bien. Donc lui, ce qu'il va considérer, c'est que pour qu'il y ait une valeur, il faut qu'il y ait, je crois, deux choses, c'est-à-dire le siège d'une valeur, une dignité. Voilà, ça a été très bien dit ce matin, c'est-à-dire que l'homme n'a pas un prix sur un marché, par exemple, il a une valeur en soi, absolue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas relative à un état du marché, par exemple, c'est une valeur qui tient à sa dignité, qui, me semble-t-il, est elle-même fondée sur son libre arbitre. Nous sommes donc, selon Kant, nous appartenons au règne des fins, des finalités, et on ne peut pas être pris comme un moyen. Chaque être est porteur d'un libre arbitre qui en fait une sorte d'objet sacré, intouchable. Et l'autre chose, c'est que, évidemment, c'est le dialogue. Voltaire s'appuie, je crois, beaucoup sur Aristote, j'ai évoqué en commençant. L'homme a une capacité de partager le sens, la signification dans un dialogue, et c'est ainsi qu'il peut vivre politiquement. Voilà. Donc, la dignité serait l'apanage des hommes, et le langage aussi. Alors, c'est là que je vais peut-être avancer et reprendre le propos de Canguilhem sur la valorisation propre à tous les vivants. Je vous ai mis une citation, il y a plusieurs citations, notamment de Nietzsche et puis de Goldstein, etc. Je vous lis peut-être, si vous l'avez, la citation de Nietzsche, rapidement, au niveau de document, je ne sais pas trop, vous la trouverez. Hein, le début du verso. Voilà. Voilà. Toujours très percutant, Nietzsche. J'ai toute une série de citations qui sont intéressantes, justement. Alors, je ne lis pas pour lire, pour faire savant, etc. C'est pour montrer que, justement, ce sont des gens qui n'ont, c'est après Kant, hein, qui n'ont pas réservé la valeur à la dimension humaine de l'existence. Donc, je lis. Le milieu du vivant est aussi l'œuvre du vivant. Pensez au nid, etc., le barrage de Castor, etc. De l'univers de tout vivant, on peut dire ce que Reininger dit de l'univers de l'homme. Son image du monde est toujours un tableau de valeur. Ça me paraît très très fort pour notre sujet. Son image du monde est toujours un tableau de valeur. C'est-à-dire que vivre, c'est hiérarchiser. C'est non simplement interpréter de manière neutre et explicative, mais donner de l'importance à tel trait et exclure ou diminuer tel autre. Kurt Goldstein, donc lui, c'est quelqu'un qui, en 30, je crois que c'est 34, je crois que j'ai mis la date, publie un ouvrage fondamental qui a beaucoup inspiré notamment jusqu'à Guillaume, qui s'appelle « Structure de l'organisme ». Donc c'était un neurologue aussi, quelqu'un qui travaillait dans le monde médical notamment, et puis la recherche. Et lui, il est à l'origine d'une idée qui est très intéressante. Ce sont des gens qui ont dit, quand on a affaire à un organisme, le modèle de la machine peut être intéressant pour comprendre comment ça fonctionne précisément, parce qu'une machine, après tout, c'est une chose qu'on peut monter, démonter, donc on comprend comment c'est fait. Ça lève le mystère, si vous voulez, le modèle mécanique lève le mystère sur la vie. Ça donne un modèle d'intelligibilité certain. Hein. C'est comme ça que ça a été prévu par Descartes, juste un modèle. Mais il dit, voilà, ce qui est différent, c'est que le vivant est plus que la somme de ses parties. C'est-à-dire, il y a une totalité de l'organisme qui doit se comprendre comme tel, comme une unité, et c'est pas parce que j'ai démonté la machine que j'en ai compris le comportement, le sens global. Donc la citation, c'est « Vivre, c'est rayonner », c'est organiser le milieu à partir d'un centre de référence. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette phrase ne s'attribue pas uniquement à l'être humain. Troisième citation, donc, je vous ai mis la date aussi, je crois, dénommée Claparède. Le milieu de l'organisme dépend, est structuré, organisé par l'organisme lui-même. En sorte que l'environnement auquel il est censé réagir, dans un contexte de pensée, ce serait stimulus et réponse, hein, censé réagir, se trouve originellement centré sur lui et par lui. Même chose, ça parle bien de l'organisme et pas de l'organisme humain en particulier. Enfin, un chercheur allemand, je crois que c'est à peu près la même date, les années 30 du XXe siècle, j'ai mis la date, non 34, oui. Uxküll, donc il disait, alors c'est un mot savant, Umwelt, c'est l'idée de monde propre, on peut traduire aussi par environnement, c'est pas gênant, de l'animal, là c'est bien l'animal, n'est rien d'autre qu'un milieu centré par rapport à ce sujet de valeur vitale,
à quoi consiste essentiellement le vivant. Ça me paraît une citation capitale pour le propos que j'essaie d'avoir. Ce sujet de valeur vitale, à quoi consiste essentiellement le vivant. Donc il faudrait voir les choses différemment, si vous voulez. Tout à l'heure on disait, l'homme est le seul être capable d'évaluer. Et là il faudrait dire, si l'homme évalue, c'est parce qu'il n'est qu'un cas particulier de l'activité évaluatrice vitale. Donc j'inverse la proposition, si vous voulez. C'est pas seul l'homme est capable d'évaluer, c'est que si l'homme évalue, c'est parce qu'il n'est qu'un cas, certes particulier, de l'activité évaluatrice qu'on trouve dans la vie, chez les vivants. Donc il s'agit de, loin de l'éthique kantienne, qui n'accorde de valeur qu'aux êtres libres, voilà, qui sont censés être les seuls êtres libres, d'accorder une valeur à tout être capable de préférence, pour qui les choses ne sont pas égales et indifférentes, mais pour qui certains traits sont saillants, importent, et d'autres, au contraire, le sont moins. Alors peut-être que les notions de... Je vais peut-être terminer là, mais peut-être que c'est vrai que cette notion de respect qu'on trouve dans la morale kantienne, hein, peut-être qu'on peut éventuellement la réserver au respect qui est dû à l'autre homme en tant qu'il est un homme. C'est possible, c'est possible. Mais il y a d'autres notions d'ailleurs avec lesquelles on confond souvent le respect, comme par exemple l'admiration, la reconnaissance dont j'ai parlé vis-à-vis du chien, du berger, le mérite aussi, hein, qu'on peut tout à fait attribuer à l'animal. Je trouve que la force de vivre, la vitalité d'un animal est admirable. Je pose ça, c'est admirable. Hein, et il me semble que c'est une des raisons, au-delà des relations affectives, de se sentir accompagné, etc., par un animal domestique, je pense que la vitalité d'un chien, par exemple, qui sautille, qui bondit, etc., est une source de joie pour nous. Mais ce n'est pas une joie si consciente que cela, si logocentrée que cela, c'est une joie au plus près de ce qu'on pourrait appeler l'instinct vital, la force de vivre. Et là, on n'est pas en train de tenir un discours sur une valeur réfléchie, consciente et réservée à l'être humain. On est en train de dire qu'il y a quelque chose dans cette force de vivre qui inspire et qui, en quelque sorte, restaure notre propre vitalité qui, parfois, est elle-même un petit peu fatiguée, en danger, etc. Donc là, c'est lui la valeur qui m'inspire. Et c'est une valeur vitale, c'est vrai. Ce n'est pas forcément une valeur rationnelle. Donc certes, nous avons pris peut-être la partie pour le tout. Par exemple, Canguilhem dit, c'est vrai qu'on a l'image de grands savants qui ne vivent que pour savoir. Le génie dans les sciences, etc. Peut-être que quelques hommes ne vivent que pour savoir. Il faudrait voir si c'est vraiment le cas. Mais imaginons que quelques... Mais peut-on en déduire que l'homme ne vit que de savoir? C'est-à-dire que notre force vitale, qui n'est pas nécessairement un caractère rationnel, distancié, intelligent, est peut-être plus essentielle encore que nos élaborations théoriques. Voilà un peu ce que je voulais essayer de dire. Je ne sais pas si je suis arrivé. Mais voilà, ben, c'était mon propos. Je vais en rester là. Je ne veux pas trop vous ennuyer non plus. L'idée, c'était déplacer la perspective. Hein. Pas la contredire, mais la déplacer. Je m'arrête là, ça va? Ok, merci.